Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des sans-voix pour une nouvelle émission. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le 17 juillet 1998 marquait l'adoption du statut de la Cour pénale internationale à Rome et ainsi la création de la Cour pénale internationale. Presque 2 décennies plus tard, cette date est célébrée chaque année dans le monde et a pris le nom de la Journée mondiale pour la justice internationale. Pour cette semaine, vous l'aurez compris, nous avons donc décidé de commémorer cette journée en abordant l'état de la situation de la justice internationale et en analysant ses principaux obstacles. Pour ce faire, nous avons avec nous sur notre plateau Maître Adnan Bouchaib. Bonjour Maître Bouchaib. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes avocat spécialisé en droit international et plus spécifiquement en droit des affaires internationales. Vous avez également créé votre propre cabinet depuis 1999 à Alger, le Bouchaib Law Firm. Nous vous avons déjà interviewé sur votre combat pour vérité et justice depuis que votre père a été enlevé par un groupe armé durant les années 90. Vous avez à cet effet créé une association qui vient aide aux victimes de disparition par les groupes armés. L'association Somoud, puis fondé une coalition avec SOS Disparus et Jazairuna. Pourriez-vous déjà nous expliquer ce qu'est la Cour pénale internationale et quel est son pouvoir ? Avant de commencer, il est important ou il est utile de revenir sur les diverses institutions judiciaires internationales, donc les tribunaux pénaux internationaux, qui s'appellent TPI, et la Cour internationale de justice, qui s'appelle la CIG, avant de présenter la Cour pénale internationale. Alors, les tribunaux pénaux internationaux sont des juridictions créées dans le cadre des Nations Unies, à la suite de violations flagrantes du droit humanitaire international qui ont eu lieu au début des années 90. Ils sont chargés d'identifier et de punir les responsables de ces violations. Il en existe 2 principaux. Le premier, c'est le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPI-Y, créé en 1993 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est chargé de juger les personnes, y compris les responsables politiques, ayant commis sur les territoires de l'ancienne République yougoslave, après le 1er janvier 1991, l'une des atteintes suivantes au droit international humanitaire. Alors on avait les crimes contre l'humanité, le génocide, les violations des lois et coutumes de guerre, la torture, la prise d'otages civils, etc. Il siégeait à La Haye et est composé de 11 juges permanents, nommés par l'Assemblée générale de l'ONU et d'un procureur indépendant. Il peut seulement se prononcer des peines d'emprisonnement. Le deuxième plus important tribunal était le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, créé en 1994. Il est compétent pour punir les violations graves du droit international commises sur le territoire rwandais ou par des citoyens rwandais sur le territoire d'États voisins au cours de l'année 1994. Il siège à Arusha en Tanzanie et se compose de 16 magistrats permanents. Son fonctionnement est analogue à celui du tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Ces 2 TPI ont vocation à disparaître en 2015, une fois que leurs travaux seraient achevés. Il y a aussi, on peut citer aussi le tribunal spécial pour le Sierra Leone, TSSL, créé en 2002 pour juger des crimes commis durant la guerre civile dans ce pays. De même, le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a été créé concernant ou après l'assassinat de Rafik el-Hariri en 2005. Maintenant, la deuxième instance qui existe internationale, c'est la Cour internationale de justice, qui est la CIG, qui a été créée en 1946, et qui est le principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies. Elle a pour mission de régler, en application des traités internationaux, les litiges que les États portent devant elle, et de donner son avis sur des questions juridiques que lui soumettent les organes de l'ONU. La CIG est très différente dans le sens où elle ne juge pas les personnes, mais elle traite entre les États, les justiciables c'est des États, et elle rend ses avis aussi suite à la demande des organes de l'ONU. La Cour pénale internationale, dont on parle aujourd'hui, donc la CPI, a été mise en place, ou sa mise en place était le fruit d'une volonté de la part des États de mettre en place une justice universelle en matière d'infractions pour lesquelles un consensus entre tous les États existe.
La création du statut de Rome en 1998 a constitué en soi un événement historique qui a marqué une étape importante dans les efforts déployés par l'humanité pour rendre le monde plus juste. Le statut de Rome est ensuite entré en vigueur en 2002 suite à la ratification par 60 États. C'est le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale et définit le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ainsi que le crime d'agression conformément aux amendements apportés en 2010, ça a été rajouté. De plus, le statut de Rome établit de nouvelles normes en matière de représentation des victimes en salle d'audience et il assure la tenue de procès équitables et la protection des droits de la défense. La Cour s'attache à mettre en place une coopération mondiale pour protéger toutes les personnes contre les crimes codifiés dans le statut de Rome. Donc la Cour pénale internationale est située à La Haye. Elle est considérée comme étant le tribunal de dernier recours pour les poursuites de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Son traité fondateur, qui est le statut de Rome, est entré en vigueur, comme je le disais plus haut, le 1er juillet 2002. La compétence, ça c'est très important de dire parce que ça va nous éclairer un petit peu sur les compétences. La compétence de la CPI donc est en réalité assez limitée pour le moment. Il y a 3 raisons qui expliquent ce fait. La première, c'est la CPI ne peut connaître que de 4 catégories d'infractions, pas plus. Ils sont considérés comme les plus graves. Il s'agit de crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Deuxième raison, elle ne peut intervenir que si le crime a été commis sur le territoire d'un État qui a signé le statut de Rome, ou la Convention de Rome. Donc, signé, pas de ratifié. Signé. Ou si le mis en cause est un ressortissant de l'un de ces États. Cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU peut donner compétence à la CPI de manière exceptionnelle, lorsqu'un État qui n'a pas ratifié la Convention ou même signé commet des violations graves. Cela a été le cas pour le Darfour en 2005. Troisième raison, les compétences de la Cour est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en jeu qu'en cas de défaillance de l'État compétent pour juger le criminel. En décembre 2000, l'Algérie a signé le statut de Rome, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui ne l'a toujours pas ratifié et ne reconnaît donc toujours pas l'autorité juridique de la Cour pénale internationale. Pourquoi croyez-vous que l'Algérie n'est toujours pas état partie de ce statut, Maître Bouchaib? Alors, à ce jour, il n'y a pas que l'Algérie. À ce jour, parmi les 121 États qui ont signé les statuts de Rome, 32 ne l'ont pas encore ratifié, c'est le cas de l'Algérie. Et de divers aussi pays d'Afrique, ainsi que des pays arabes, à l'exception de la Jordanie et la Tunisie qui ont ratifié les statuts de Rome. Une coalition mondiale pour la CPI visant à encourager l'ensemble des États à adhérer au statut a appelé l'Algérie à ratifier les statuts de Rome, dans une lettre qui est datée du 6 mars 2013 qui a été adressée au Premier ministre algérien. La coalition, donc cette coalition, a exhorté l'Algérie à démontrer son engagement envers la justice internationale de l'état de droit, qui est un discours qui a toujours été prôné par l'Algérie. Donc on lui a dit, puisque vous prenez ce discours, donc il est temps de ratifier les statuts. Estimant que la CPI est la première cour permanente capable de traduire en justice les individus ayant commis des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et affirmant que la ratification du statut de Rome permettrait à l'Algérie de contribuer à façonner le futur de la justice pénale internationale. Grâce à sa participation en tant qu'État partie aux sessions de l'Assemblée des États parties de la CPI et à sa contribution à toutes les négociations et décisions de l'AEP, y compris pour la soumission de propositions d'amendement du statut de Rome. Lors du sommet extraordinaire organisé le 11 et 12 octobre 2013 en vue de reconsidérer la position de l'Afrique vis-à-vis de la CPI, le ministre des Affaires étrangères algérien, et c'est de là qu'on peut tirer les raisons, les raisons avouées, les raisons déclarées, pas les raisons cachées. Il a déclaré dans une interview qu'il a accordée à l'agence France-Presse, il a dit, entre parenthèses, à côté de la CPI, il y a cette pratique de la compétence universelle, c'est-à-dire des tribunaux européens appliquant les dispositions de leur droit interne, s'autorisant à procéder à des enquêtes criminelles, voire même à des procès contre des personnalités africaines. Et ce sur la base de plaintes d'opposants qui accusent telle personnalité non pas d'avoir commis un acte répréhensible, mais d'avoir assumé à une période donnée de l'histoire du pays une responsabilité gouvernementale. C'est pousser le bouchon un peu trop loin. C'est ignorer la souveraineté de nos pays. Cette juridiction ne s'est jamais exercée contre un dirigeant d'un pays développé. La CPI est d'une certaine manière un tribunal du Nord contre le Sud. Il faut amender ce qui doit être amendé, soit dans les statuts de Rome, soit dans le règlement intérieur du tribunal,
soit dans les méthodes de travail afin que demain nous puissions opérer une réconciliation entre la CPI et l'Afrique. L'Afrique est toujours pour la réconciliation, cela fait partie de notre culture. Et là, je ferme les guillemets, c'est la position du ministre. Compte tenu de ces querelles contre la CPI, l'Union africaine tente de se doter d'une cour africaine pour contrer la CPI. Elle l'a fait déjà, pour contrer un petit peu la CPI. Donc ça, c'est les raisons de la position algérienne. Premièrement, la souveraineté de l'État algérien qui ne permet pas à d'autres pays ou à d'autres organes, même internationaux, de juger des personnalités algériennes ou des nationaux algériens. Étant une compétence de la justice algérienne seulement. La deuxième raison, c'est l'histoire de la coalition, enfin l'histoire de l'Afrique, en disant que ce tribunal ne juge que les Africains en finalité et qu'il fallait équilibrer entre le Nord et le Sud. C'est la position algérienne. Le statut de Rome qui réglemente la Cour pénale internationale dans son article 7 définit le crime de disparition forcée comme crime contre l'humanité. Pensez-vous que l'implication de l'Algérie dans les disparitions forcées durant les années 90 et donc son implication dans un crime contre l'humanité, il serait à voir? Alors, en vertu de l'article 7 du statut de Rome, la pratique des disparitions forcées est considérée ou qualifiée de crime contre l'humanité lorsqu'elles ont eu lieu dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique à l'encontre d'une population civile en application d'une politique ayant pour but une telle attaque. Donc il ne suffit pas qu'il y ait des disparitions forcées, il faut que ça soit le fruit d'une politique qui cible une certaine catégorie ou un groupe de population d'une manière systématique. À ce moment-là, on considère la disparition forcée, selon les statuts de Rome, comme étant un crime contre l'humanité. Selon la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la disparition forcée est définie. On donne une définition pour la première fois donc, à la disparition forcée. Elle est considérée comme étant l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, le soustrayant à la protection de la loi. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée à la disparition forcée. La qualification du crime contre l'humanité entraîne plusieurs conséquences. La disparition forcée, si elle est qualifiée comme étant crime contre l'humanité, il y a des conséquences à ça, comme l'imprescriptibilité. C'est-à-dire que ce crime ne peut pas être prescrit. Dans la loi algérienne, la prescription des crimes, elle est de 10 ans, des délits de 3 ans. Mais là, si on considère que c'est un crime contre l'humanité, il ne peut pas être prescrit. On peut juger la personne et la condamner, même 20 ans ou 30 ans après. Voilà. Deuxièmement, ça c'est très important, l'interdiction des amnisties et la reconnaissance des droits des victimes à des réparations pleines et entières. Ça, c'est les conséquences. Donc, si elle est considérée comme crime contre l'humanité, il ne peut pas y avoir d'amnistie. Que ce soit une amnistie présidentielle, une amnistie votée par toute la population, elle ne peut pas faire sujet d'une amnistie. Et aussi, les victimes ont droit à réparation, toutes les formes de réparation. On ne parle pas de réparation pécuniaire seulement, mais toute forme de réparation. De ce fait, les auteurs de disparitions forcées ne peuvent bénéficier d'aucune sorte d'amnistie, ni même de grâce, si elle empêche la justice de déterminer la culpabilité ou l'innocence des autres présumés. Jusqu'à aujourd'hui, la Cour pénale internationale a traité 10 cas dont 9 étaient des cas de crimes internationaux surgis en Afrique. À cet effet, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie se sont retirés du statut de Rome et donc de la juridiction de la Cour pénale internationale en accusant le tribunal de ne juger que des dirigeants africains. Comment expliquez-vous, Maître Bouchérib, ces enquêtes presque exclusivement dirigées vers les crimes commis par les dirigeants africains? Alors, à ce jour, la Cour a été saisie de 23 affaires, dont certaines comportaient plus d'un suspect. Les juges de la CPI ont délivré jusqu'à maintenant 29 mandats d'arrêt. Grâce à la coopération des États, 8 personnes ont été détenues au quartier pénitentiaire de la CPI et ont comparu devant la Cour. 13 personnes sont toujours en liberté et les charges portées contre 3 personnes ont été abandonnées suite à leur décès. Les juges de la CPI ont également délivré 9 citations à comparaître qui ont toutes été respectées. Les juges ont rendu jusqu'à maintenant 6 verdicts. 9 personnes ont été déclarées coupables et 1 personne a été acquittée. Aujourd'hui, il y a un puissant sentiment effectivement d'injustice qui traverse le continent africain, dont plusieurs responsables dans ces pays perçoivent la CPI comme l'expression d'un impérialisme judiciaire qui veut punir ses dirigeants panafricains. Cette perspective avait provoqué ces dernières années
une tension quasi permanente dans la relation entre l'Afrique et la CPI. Elle a pris les contours d'une crise qu'il faut vite circonscrire depuis le retrait de 3 États, comme vous l'avez dit, donc le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie. À cela, il faut ajouter aussi, en plus des pays africains, la Russie, où Vladimir Poutine a adressé à l'attention de la Cour une lettre disant ou déclarant de ne pas participer au statut de Rome et à la Cour internationale de justice. Cette volonté est l'une des conséquences de la publication du rapport annuel du procureur général de la CPI, ce document rappelant que la réunification de la Russie et de la Crimée en 2014 est assimilée à un conflit armé international. En 2000, la Russie a signé le traité, mais ne l'a jamais ratifié jusqu'à maintenant. Il y a aussi les Philippines, où le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé le 17 novembre dernier qu'il pourrait suivre la Russie. Le dirigeant a déclaré que la CPI était inutile. Donc il n'y a pas que des pays africains, il y a aussi d'autres pays. Certains pays en voie de développement qualifient les procédures de la Cour pénale internationale comme néocolonialistes, en raison justement de ces enquêtes menées presque exclusivement contre des dirigeants africains. Cette accusation est-elle légitime ? Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie aussi, comme on l'a dit, a annoncé qu'elle quittait la Cour pénale internationale de La Haye. Les États africains ont notamment invoqué la critique post-coloniale d'une justice de blancs ne visant que des Africains. Parce que 9 des 10 situations actuellement sous enquête ont effectivement eu lieu en Afrique. En République démocratique du Congo, en Ouganda, au Centrafrique, 2 fois au Soudan, au Kenya, en Libye, au Côte d'Ivoire et au Mali. Donc 9 des 10 cas sont en Afrique. Cependant, le bureau du procureur procède aussi à des examens préliminaires. Il n'y a pas qu'en Afrique. Il y a des examens préliminaires en Afghanistan, Colombie, en Palestine et en Ukraine. Sur l'intervention militaire britannique aussi en Irak, aussi sur des navires immatriculés en Grèce et au Cambodge. Et il a ouvert une enquête sur une situation en Géorgie. Donc il n'y a pas que des États africains, ça c'est pas vrai. Le fait que le TPI ne s'intéresse, ne s'occupe actuellement que, ou disons de 9 cas sur 10 concerne les pays africains, cette situation a des causes. Il y a d'abord des causes objectives, parce que depuis l'entrée en vigueur de la Cour en 2002, c'est sur le continent africain qui a eu lieu la plus grande concentration de crimes relevant de sa compétence. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Ce n'est pas dire qu'il n'y en a pas eu ailleurs, mais qu'une situation attirant l'attention du procureur est statistiquement plus susceptible d'être africaine. Il y a beaucoup de génocides depuis 2002 en Afrique, pas en Europe. Le grand nombre d'États africains au statut de Rome, 34 pays, le contingent le plus importé de l'Assemblée des États partis explique également que le continent soit plus exposé aux poursuites, parce que les États africains membres sont plus nombreux que les autres pays. Donc c'est pour ça qu'il y a la compétence dans l'Afrique est beaucoup plus importante. Une autre raison est le principe de la complémentarité, selon laquelle la CPI ne peut pas intervenir que si une procédure judiciaire n'a pas déjà été engagée dans ces pays, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement l'enquête ou les poursuites, selon l'article 17 du statut de Rome. Or, sans même parler de leur volonté, de nombreux États africains sont dans l'incapacité de mener des poursuites. Sur les 9 situations africaines, le procureur ne s'est autosaisi qu'une seule fois, dans le cas du Kenya, et seulement après que la commission d'enquête kenyane lui a envoyé des noms. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a saisi la Cour pénale internationale que 2 fois, dans le cas du Soudan et de la Libye. Toujours avec le soutien des États africains au sein du Conseil. Dans tous les autres cas, ce sont des États africains eux-mêmes qui ont saisi la Cour, espérant l'utiliser pour se débarrasser d'une opposition sur leur territoire. Donc il n'est pas vrai de dire que la Cour ne s'intéresse qu'aux Africains. Non seulement ils ne l'ont jamais saisi que pour des situations africaines, alors qu'ils étaient libres aussi d'attirer l'attention du procureur sur n'importe quel autre pays dans un autre continent, mais ils ne l'ont même jamais fait que pour des situations dans leur propre pays. L'Ouganda, l'RDC, le Côte d'Ivoire, Mali, RCA et le Gabon. En d'autres termes, on peut dire que les États africains sont centrés non seulement sur l'Afrique, mais sur eux-mêmes, en voulant instrumentaliser la CPI. C'est eux-mêmes qui l'ont africanisé, ce n'est pas la CPI qui l'a fait. Quelles sont les principales lacunes du système de justice internationale présentement en place par la Cour pénale internationale ? Depuis son entrée en fonction en juillet 2002, la CPI est victime des limites de son statut. Après la création de 2 tribunaux internationaux ad hoc, dont on a parlé plus haut, pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la Cour de La Haye a concrétisé le rêve d'une justice pénale universelle et permanente, d'où la prudence des États.
Selon ces statuts, la CPI ne peut pas lancer des poursuites ou ne peut lancer des poursuites que pour les crimes commis sur le territoire de pays ou contre des ressortissants de pays qui en sont membres des statuts, pas d'autres pays. Ceux qui craignent de devoir rendre des comptes, comme la Russie, la Chine ou même les États-Unis, aussi la quasi-totalité des pays arabes et Israël, ont donc rejeté cette juridiction. Et le CPI ne peut rien faire contre ces pays. Si le Conseil de sécurité peut saisir la CPI contre un État non membre, ce fut le cas pour le Soudan ou Darfour en 2005 par exemple, ou la Libye en 2011, les bourreaux bénéficiant de la protection d'un ou plusieurs des 5 membres permanents ne risquent pas grand-chose. C'est aujourd'hui le cas pour la Syrie par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les procédures se soient concentrées sur l'Afrique et sur des responsables subalternes, sauf quand l'émotion suscitée par l'ampleur des crimes a empêché tout veto. Ainsi, par exemple en 2009, le président soudanais Omar al-Béchir a été le premier chef d'État en exercice poursuivi pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Mais ce coup d'éclat du procureur de l'époque, l'Argentin Luis Moreno Ocampo, a eu un effet inverse de celui recherché car il a décrédibilisé un tribunal qui n'a pas les moyens, du coup, de faire exécuter ses mandats d'arrêt. En se posant en victime de l'Occident, l'homme fort de Khartoum a continué à parader au sommet de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la Conférence islamique, malgré le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui. D'accord. Pour finir, Maître Bouchaïb, quelles mesures, à votre avis, faudrait-il prendre pour assurer une meilleure justice internationale dans le monde ? Malgré ces difficultés, la CPI n'en reste pas moins un symbole pour tous ceux qui luttent pour la fin de l'impunité, pour les dictateurs et massacreurs de haut vol. Il a fallu plus de 3 décennies pour que la Cour européenne des droits de l'homme gagne la crédibilité qui est aujourd'hui la sienne. Pour les 800 millions des citoyens des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Mais les États concernés ont joué le jeu et les opinions publiques aussi. Au contraire, la CPI semble encore incarner une justice hors sol avec toutes les limites qui en découlent. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission, Maître Bouchaïb. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et surtout, je vous remercie de nous avoir permis de mieux analyser, avec un sens critique, l'état de la justice internationale. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.